Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voilà une nouvelle invitation voyage qui se prépare. 3 destinations, comme chaque jour, 3 bonnes raisons de sortir de son quotidien. Et aujourd'hui, je vous emmènerai au soleil, dans le sud de la France, au Cannet. C'est le balcon de la Riviera, loin de l'agitation cannoise. Une petite église du XVIe siècle, un canal, celui de la Siagne, et une maison aux murs roses et aux volets verts. C'est celle du peintre Pierre Bonnard. Il s'installe là dans les années 20 et va peindre près de 300 toiles. Nous aurons la chance d'y être invités. Première étape du jour, les hauteurs de Cannes, avec Pierre Bonnard. Quand il découvre les couleurs du Midi, il écrit à sa mère, je cite, « C'est un coup des 1001 nuits ». Mais ce ne sera pas que le coup d'un soir, il va y rester une vingtaine d'années. Le Cannet, avec le peintre Pierre Bonnard, c'est notre première invitation au voyage. Pour découvrir la lumière du Midi si chère à Pierre Bonnard, il faut prendre de la hauteur. Surplombant l'effervescence de Cannes et de sa croisette, se dévoile le Cannet. Un balcon sur la mer situé au creux de 7 collines entre le ciel et la terre. Le Cannet surplombe la mer Méditerranée et offre une vue spectaculaire sur le massif de l'Estérel et les îles de l'Érins. Lorsque le peintre Pierre Bonnard part en voyage au début du XXe siècle sur la Côte d'Azur, il découvre cette lumière du Midi qui ne le quittera plus. En 1922, il décide de s'installer au Cannet. Il y peindra près de 300 toiles, obsédé par la nature environnante et l'intimité qu'il partage avec Marthe, sa femme. Pour se rendre dans le vieux Cannet, le peintre emprunte la traverse Saint-Antoine. Un petit escalier abrupt, un point de départ pour découvrir le bourg. Venir faire une promenade au Cannet, c'est surtout se perdre un petit peu dans les ruelles tortueuses que l'on a. Dans le quartier de Sainte-Catherine, il y a des vestiges de nos ancêtres qui sont là, puisque c'est eux qui ont construit ces maisons-là, avec une façon du Cannet qui nous est typique dans cet endroit-là. Le vieux Cannet a gardé le charme de la Provence traditionnelle. Des maisons construites autour des points d'eau et resserrées pour se protéger du soleil. Au détour des rues étroites, les vestiges de l'histoire apparaissent, comme la tour des Danis, le monument le plus ancien et témoin privilégié de l'histoire, qui lie le Cannet aux moines des îles de l'Érins, alors propriétaires des terres cannetanes. C'est une tour dîmière construite au milieu du XVIe siècle et qui servait à stocker la dîme, un dixième des récoltes pour le monastère des moines. Un peu plus loin, on tombe sur le trésor de la cité, Sainte-Catherine, la toute première église de la ville construite au XVIe siècle. Bâtie sur une avancée rocheuse en contrebas, ces 2 clochers sont reconnaissables au premier coup d'œil. Pierre Bonnard ne peut pas la rater. Le peintre aurait été subjugué en y pénétrant. À l'intérieur, un trésor. « 500 mètres carrés de décor. Des toiles marouflées au plafond jusqu'à l'hôtel baroque. Classée monument historique en 1926, elle n'a subi aucune transformation depuis. Quand des gens qui ne connaissent pas l'église y pénètrent pour la première fois, la réaction est toujours la même. On fait un pas à l'intérieur, on regarde et on fait « Waouh !» On a arrangé de telle sorte que ça reste bien sûr une église, mais c'est pratiquement un musée aussi.
Au Cannet, tout peut devenir sujet de création. Son église, ses moments de vie ou encore ses toits rougis par les tuiles de terre cuite. Mais par-dessus tout, Bonnard aime peindre la nature environnante. Sur les hauteurs de la ville, un cours d'eau est devenu l'emblème de la région. Au XIXe siècle, la Siagne a sauvé les terres provençales de la sécheresse. Dans les années 1815, les fontaines ne coulent plus. Alors on va monter jusque près de la source et on va prendre une petite quantité d'eau que l'on va amener à Cannes. On va construire un canal à partir de ce moment-là. Et l'eau arrivera en 1868. Entièrement créé par l'homme au XIXe siècle pour irriguer les terres, le canal parcourt 43 km et traverse 9 communes. Les habitants ont appris au fil du temps à vivre autour de lui. Il traverse les sous-bois, pénètre dans l'arrière-pays et épouse le paysage, semant sur son chemin des petits ponts typiques de la Provence. Les premiers ponts qui ont été construits, les tabliers sont faits en pierre et c'est un petit arrondi par-dessus, un peu le style romain. Aujourd'hui, le village propose un circuit qui retrace la promenade quotidienne de Bonnard. Il permet de comprendre son travail, car c'est dans cette nature aux abords de l'eau que l'œuvre du peintre devient plus colorée et lumineuse. C'est un rendez-vous qu'il fixe avec la nature. Il partait avec son carnet et son crayon et puis il allait faire provision de vie. C'est un moment de solitude dont il avait besoin pour créer, pour capter le moment en fait, pour capter l'instant. Comme vision, je vois chaque jour des choses différentes. Le ciel, les objets, tout change continuellement. On peut se noyer là-dedans. Cette profusion de sensations va de pair avec la douceur d'un climat, des conditions de travail idéales pour l'artiste. On a un climat doux, on a un climat qui est assez ensoleillé, on a une lumière qui est quand même très agréable, c'est une lumière sèche. Cette lumière reflète, cette lumière est renvoyée par la terre. C'est pour ça qu'on a souvent des points de vue en plongée chez Bonnard. Il y a plus de végétation que de ciel parce qu'il avait besoin d'avoir à la fois ce rayon de soleil qui descend dans la nature et cette lumière qui est sous-jacente. Les oliviers, les cactus, les orangers, ces sujets naturels que l'on trouve sur cette terre provençale changent de couleur au fil des jours, au gré du vent et des saisons. Toutes ces teintes, ces nuances, Bonnard va les apprivoiser. Ce sont des verts, ce sont des gris, des verts doux, des verts jaunes, des verts grisés. Ce qui l'a passionné avec ces végétaux locaux, c'est tout ce vocabulaire formel et chromatique qu'il a utilisé. C'est à la fois des arbres tortueux, des arbres sombres, des arbres clairs, des arbres doux. Les platanes étaient jaunes et ce jaune est tellement important pour Bonnard. J'ai tous mes sujets sous la main. Je vais les voir, je prends des notes, et puis je rentre chez moi, et puis avant de peindre, je réfléchis, je rêve. Au début des années 1900, le Cannet accueille les hivernants de la Côte d'Azur et des aristocrates anglais. De luxueuses demeures Belle Époque fleurissent dans la cité. En 1926, après avoir loué quelques-unes d'entre elles, Bonnard et sa femme posent leurs valises dans une maison plutôt discrète. De la rue, elle est quasiment insoupçonnable. Il faut pousser un vieux portail et monter quelques dizaines de marches pour entrer dans le paradis du peintre. Perchée sur les hauteurs, face à la mer, elle va inspirer une grande partie de son œuvre. Cette maison porte le nom de la colline sur laquelle elle s'est accoudée, le Bosquet. Bonnard était un personnage assez solitaire, assez silencieux, assez modeste. Et c'est pas dans sa nature d'aller rechercher quelque chose de cossu. Il a besoin de s'identifier à la maison dans laquelle il va habiter, dans laquelle il va vivre. Tout autour, un jardin typiquement provençal. Le bruit des oiseaux, les arbres fruitiers et cette végétation méditerranéenne qui embrasse la petite maison rose aux volets verts.
Pierre Bonnard n'est pas jardinier, il va laisser les plantes vivre leur vie. Mais il va effectuer quelques travaux dans la maison qui vont lui permettre d'inviter chez lui cette lumière si précieuse. Les maisons du Sud, elles ont cette particularité, c'est que les ouvertures, elles ne sont pas forcément très grandes. On se cache de la lumière, au contraire. Parce que, justement, la lumière est forte. Mais Bonnard a voulu ouvrir plus largement. Il a transformé cette maison. On voit qu'il l'a recomposée à ce qu'il avait envie qu'elle soit. L'intimité de l'habitat se mêle à l'extérieur indompté. Ces ouvertures vont inviter la lueur du matin, l'éclat zénital ou la splendeur d'un soleil couchant. Les rayons renvoient une teinte différente dans chacune des pièces. Mais c'est la lumière qui inonde la salle de bain qui va fasciner Pierre Bonnard. Il y fait installer une baignoire pour Marthe, un objet rarissime dans les années 20 et qui deviendra une obsession pour le peintre. Il y a très peu de baignoires. Les femmes, les gens se lavaient dans des tubs ou dans des baignoires en zinc. Mais il n'y avait pas l'eau courante forcément. Donc il est arrivé très tard de pouvoir avoir... Tous les logements n'étaient pas dotés de salles de bain. Et donc quand il a acheté cette maison en 1926, c'était vraiment un luxe de prévoir de faire une salle de bain avec l'eau courante. En fonction des heures, la petite pièce de toilette se transforme en palais des 1001 lumières. Au contact de l'eau, de la lumière et des mouvements de Marthe, les carreaux ondulent et semblent entamer une danse lascive. La faïence provençale a cette particularité d'être brillante et inégale. On peut retrouver ce type de matériaux dans les brocantes, mais à cette époque, toutes les salles de bain du sud de la France ou des cuisines étaient équipées de ces carreaux-là. On en retrouve dans beaucoup de logements. C'est des carreaux très, très ordinaires pour l'époque. Ce spectacle quotidien donnera lieu à une quinzaine de nus dans la baignoire. Bonnard a utilisé des couleurs assez audacieuses pour l'époque. Avec des nuances extrêmes et on voit beaucoup de violets et de bleus très intenses et des roses dans son œuvre. J'espère que ma peinture tiendra, sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Pierre Bonnard a passé plus de 20 ans dans cette maison, dans laquelle il a peint tous les jours, sans exception, les couleurs du Canet et de Marthe. L'amandier en fleurs sera son dernier tableau. De la fenêtre, il apprivoise cet arbre qu'il voit grandir chaque année dans son jardin. Avant de s'éteindre, le peintre appose une dernière touche de jaune sur la toile pour éclaircir son tableau. Un dernier hommage à cette lumière du midi qu'il a tant aimée.